Un club de lecture dans les coulisses de la vie d'actrice. Au cinéma, le mot action joue comme un révélateur. La pellicule enregistre et le grand écran nous montre des hommes et des femmes qui jouent un rôle. L'illusion du 7e art, la magie du spectacle vivant nous font oublier que les actrices portent des masques, que leur vie n'est pas celle des personnages qu'elles interprètent. C'est souvent là qu'interviennent les livres pour se donner à voir autrement. Mémoires, biographies, romans, quelle femme derrière l'actrice, la comédienne. Des lectrices de notre book club reviennent ce midi sur 2 livres, 2 biographies, romancées ou non, l'une de Joyce Carol Oates, l'autre de Vanessa Schneider. Des conseils de lecture recueillis par Alexandra Lajbegovic sur Instagram via le hashtag Book Club Culture et mis en lumière par Sébastien Thème. Avec vous, aujourd'hui, également Sébastien. Eh bien, le premier roman de la philosophe Camille Froidevaux-Métairie, Pleine et douce, publié chez Sabine Vespizer, et une actrice nous présentera sa bibliothèque idéale, c'est Olivia Cote, à découvrir la semaine prochaine dans Les Cyclades de Marc Fitoussi. 2 livres, je vous le disais, qui paraissent en cette rentrée nous racontent autrement la vie de 7 femmes de scène d'un côté et celle de 3 femmes de cinéma de l'autre. Avec vous, Juliette Riedler, pour 7 femmes en scène chez un nouvel éditeur, L'Extrême Contemporain, nous revenons sur ces 7 figures de femmes qui ont chacune exercé leur art sur scène, sur une scène particulière. C'était de la danse, c'était du chant, c'était du mime, c'était de l'écriture, de la performance ou du théâtre. Sappho, par exemple, qui est aussi une poétesse, Sarah Bernard, Yvette Guilbert, Colette, Isadora Duncan, Zouk ou encore Angelica Lidl. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 7 femmes ? Eh bien, tout d'abord, le fait d'être des femmes et de s'exprimer donc sur une scène vivante dans la particularité que vous avez nommée. Et c'est très important en fait que de considérer ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que la particularité des actrices, c'est que leur art ne reste pas. Il y a un éphémère inhérent à leurs gestes. C'est pourquoi l'écriture est une forme de palliation et aussi un moyen de construire sa légende. Et il y a une particularité aussi des écrits d'actrices par rapport aux écrits d'acteurs, souvent, qui sont déjà plus étudiés, plus valorisés comme des textes d'art, tandis que les actrices, on va considérer que ce sont plutôt des écrits biographiques, donc moins d'un point de vue artistique qu'un point de vue de l'écriture d'une vie et d'une trajectoire. Ce qui est votre parti pris, d'en passer justement par le processus artistique, la manière dont ça les a révélés aussi. Ah oui, absolument, parce que le terme, moi, qui est le terme moteur de l'écriture, c'est quand même celui d'émancipation. Donc c'est de comment, finalement, par la scène, des femmes s'émancipent, de la condition d'être une femme dans nos sociétés, à savoir ce que dit Françoise Héritier, cette infériorisation, cette valence différentielle des sexes, qui fait que tout ce qui est relatif au féminin et donc emblématisé par les femmes est infériorisé, et de voir comment de ce stigmate-là, on en parlait tout à l'heure, elles font une puissance, elles ouvrent en réalité ce que ça veut dire la fragilité, ce que ça veut dire d'être associées du côté des enfants. Elles en font des puissances scéniques, et de là invente et crée des formes. Voilà. Donc c'était de montrer comment l'émancipation, en enlevant toutes les strates qui peuvent entraver un geste d'un point de vue socio-culturel, politique, etc., ouvre des espaces de création. Voilà. Alors, émancipation, pour Juliette Riedler, peut-être pour vous le terme moteur de l'écriture, c'est celui de disparition. Hélène Frappa, vous êtes notre 2e invitée aujourd'hui, écrivaine, philosophe, autrice en cette rentrée de janvier de 3 femmes disparaissent chez Actes Sud. C'est pas un essai, c'est pas une monographie comme vous l'aviez déjà fait pour Jacques Rivette ou Rossellini notamment, mais c'est une enquête passionnante, subjective, fantaisiste sur les traces de 3 femmes disparues, 3 femmes d'une même famille, une lignée d'actrices, Tippi Hedren, la mère, vous l'avez vu, chers auditeurs, dans Les Oiseaux, dans Marnie d'Alfred Hitchcock, Mélanie Griffiths, la fille, et Dakota Johnson, la petite fille. Chaque génération de femmes, écrivez-vous, Hélène Frappa, est-elle condamnée à devenir la version dégradée de la précédente ? Vous posez cette question, c'est vrai, mais au fond, quelle vie elles ont eue, toutes ces femmes, ces 3 femmes-là derrière l'écran ? Quelle filiation ? Quelle malédiction derrière la disparition? C'est aussi ça que vous avez cherché dans cette enquête.
Oui, il y a plein de manières de disparaître, en fait. On associe souvent la disparition au deuil, à la mort. Mais on sait bien que, enfin, les êtres humains savent bien que certains morts ne disparaissent pas du tout. Et au contraire, certains vivants apparaissent assez peu. Donc tout ça est assez complexe. Et là, ce sont 3 femmes qui m'ont paru, en effet, disparaître ou être disparues de génération en génération. Et vous parlez de malédiction. Sans doute faut-il y voir, enfin, le terme clé, la malédiction, enfin, auquel se réfère la malédiction, c'est la tragédie, en fait. Et c'est une tragédie très ancienne qui remonte à très loin, c'est-à-dire qui remonte à l'origine de la tragédie grecque, ce moment où la voix de la femme est interdite et condamnée, où le silence est le cosmos de la femme, hein, pour citer un grand auteur grec. Donc, comment faire quand votre métier, votre œuvre, hein, c'est de porter une voix qui est celle de votre personnage, quand vous êtes actrice, donc, que vous êtes apparemment très exposée, très visible, très audible, mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans les coulisses quelque chose une force souterraine qui va Vous aspirez ? Oui, vous dire un peu comme le petit garçon Télémaque disait à sa mère Pénélope, tais-toi et retourne dans tes appartements. Donc, est-ce que ça ne fonctionne pas ? L'actrice, elle fait en grand ce que font toutes les femmes. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est une vision agrandie. Pas juste, et ça vaut aussi pour les gens qui maintenant regardent plus les films sur les grands écrans, hein, ça, sachez-le, même sur un petit portable, un écran d'iPhone, ça marche aussi. C'est une vision de toute façon agrandie de la condition humaine et de la condition féminine. Donc ce que ça raconte, même à Hollywood, même à Beverly Hills, même au bord des piscines où rôdent des fauves, des léopards, hein, et des oiseaux, il est question de nous, en réalité. Voilà, être une actrice, contrairement à un acteur, c'est être une femme, hein. Juliette Riedler, vous le rappelez aussi. Et c'est important de dire cette petite différence quand même qui va devenir de taille. On va le comprendre à travers cette discussion. Juste encore un mot, et je ne vous ai pas dit bonjour, Hélène Frappa, bonjour. Bonjour. On pensait tout savoir sur ces femmes. On pensait en tout cas connaître l'essentiel à travers les films dans lesquels elles ont joué. Mais c'est quand même sans compter sur les livres. Pourquoi ? Quelle place a pris, et on va le voir avec Tippi Hedren qui a quand même écrit ses mémoires, l'écriture dans leur vie. Ça permet pour nous lecteurs, en tout cas une traversée du miroir, et pour elles, quelles traces elles ont voulu laisser à travers ces écrits. Qu'est-ce que Tippi Hedren a laissé comme trace d'elle dans ses mémoires ? Alors c'est la seule, en effet, qui laisse une trace écrite, et même qui laisse une trace, puisque de ces récits absolument fascinants, terrifiants, qui sont la matière même de ses mémoires qu'elle écrit très 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 tard, hein. C'est-à-dire que au moment, donc dans ce moment, mon histoire, elle commence à la fin des années 50. Mais à ce moment-là, et puis ensuite dans toute la décennie qui suit, les décennies qui suivent, quand ces événements inouïs que je raconte, qui ont à voir avec, je parle de sacrifice humain, hein, cette manière dont cette star, Tippi Hedren, que Hitchcock met au monde, hein, qu'il va rebaptiser, etc. Ce moment où il va lui envoyer des oiseaux vivants dans le visage, manquant de la tuer, ce moment où elle-même va se réfugier auprès de fauves qui ne vont cesser de la déchiqueter, etc. Dans ces années-là, elle n'écrit pas. Ce moment où Hitchcock va essayer de la violer à plusieurs reprises, où il l'enferme dans une limousine, où vraiment il y a des tortures, hein, qui sont sidérantes. Peut-être sidérée, elle n'écrit pas. Qu'est-ce qu'elle fait alors ? Elle disparaît. Elle essaye de s'enfuir. Elle prend la fuite, et elle fait ce que font beaucoup d'êtres humains, et c'est ce que je trouve totalement poignant dans ce récit. C'est que, fuyant, par exemple, un homme, Hitchcock, et des oiseaux prédateurs, elle va trouver refuge auprès d'autres prédateurs, enfin auprès d'un autre prédateur, Noël Marshall, son mari, qui va peu à peu se transformer lui-même en lion, comme elle le décrit, et puis des lions, des dizaines, des centaines d'animaux sauvages, non domestiqués, avec lesquels pendant 11 ans elle va tourner le film le plus fou de l'histoire du cinéma, Roar, dans lequel elle-même, sa fille, toute l'équipe vont être littéralement déchiquetées. Donc elle va fuir un danger pour se réfugier dans les bras d'un danger plus grand. Et c'est des décennies plus tard, en effet, qu'elle va écrire ses mémoires.
Alors, mémoire, biographie, romancée ou pas, Sébastien Thème, la question a été posée aux lectrices et aux lecteurs de notre club de lecture. Qu'ont-ils Absolument. retenu? Quels sont les livres qui révèlent la femme derrière l'actrice? Question un peu ambivalente. Est-ce que c'est la femme qui se cache derrière l'actrice? Est-ce que c'est le statut d'actrice qui donne une forme de super pouvoir, une sorte d'augmentation, comme vous le dites, Hélène Frappa, les actrices font en grand ce que font toutes les femmes. Au fond, peut-être qu'on ne peut pas séparer la femme de l'actrice. Alors, une des actrices totales qu'on connaît tous, c'est Marilyn Monroe. Marilyn, objet littéraire, c'est la romancière américaine Joyce Carol Oates qui lui consacre Blonde en 2000, une biographie fictionnelle dont nous parle Laura. Ce qui est dingue avec Blonde, c'est que Joyce Carol Oates nous raconte l'histoire de l'un des plus grands personnages de l'histoire par son interprète. Parce que Marilyn Monroe, c'est le plus gros rôle de Norma Jane. C'est celui pour lequel elle a le plus sacrifié, c'est son rôle le plus long, c'est celui pour lequel elle a le plus travaillé. Et je trouve que ça se ressent parfaitement dans Blonde. Et ce qui est dingue aussi, c'est que tout n'est pas vrai, ça reste une fiction, ça reste une biographie fictionnée. Et malgré tout, ça reste le livre de référence, Blonde, sur Marilyn Monroe. Ça reste celui auquel on va comparer toutes les autres biographies, auquel on va comparer tous les autres documentaires qu'on va voir, qu'on va lire. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui est fou, c'est que Joyce Carol Oates a parfaitement cerné que Marilyn Monroe était un personnage pour Norma Jane, qu'elle s'est perdue, en fait, dans Marilyn Monroe. Hélène Frappa, est-ce que vous êtes d'accord avec Laura? Oui, je pense que moi je cite, c'est le début de mon livre et c'est une phrase qui est tirée du dernier film de George Cukor, Inachevé, Quelque chose doit craquer, qu'a tourné Marilyn. À un moment, elle dit, c'est une mère qui revient, qui a disparu et qui dit à son fils, Can I cry for you? Est-ce que je peux pleurer pour toi? Donc mon livre commence comme ça. Je pense que c'est ce qu'a fait en effet Joyce Carol Oates. C'est pour ça que le livre est aussi réussi. Elle a pleuré pour elle. Elle a fait ce que sans doute, probablement que pour ces actrices, y compris pour ces stars, même si ça peut paraître paradoxal, voire idiot de le dire comme ça, on n'a pas assez pleuré pour elle. Alors, ce qu'on fait en tant que spectateur, justement, ou spectatrice, on pleure pas justement pour les actrices, pour les acteurs, ou pour les actrices. Alors, c'est complexe. C'est ça, le cinéma, peut-être, non? C'est le cinéma, oui. Enfin, c'est l'art même en général, mais il y a aussi un phénomène que j'évoque, qui est une forme de fascination et qui a à voir aussi avec une forme de prédation. C'est-à-dire, est-ce que quand le spectateur est fasciné, est-ce qu'il n'est pas lui-même un prédateur qui, comme le disait très bien Lucrèce dans un très ancien poème, est très soulagé d'échapper à ces sacrifices humains dont je parlais. Alors moi, j'aimerais évoquer, c'est un texte que je cite, mais qui pour moi, le texte le plus beau jamais écrit sur Marilyn, d'un très 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 grand écrivain américain qui est Truman Capote. C'est une très courte nouvelle extraordinaire qui s'appelle Beautiful Child, une enfant merveilleuse, où justement, lui pleure avec elle, où vraiment on ressent, comment dirais-je, il arrive à voir ce que tout le monde a sous les yeux, ce que font les écrivains en fait. Voilà des personnages, voilà des stars que nous avons toutes sous les yeux, qui sont même des objets de merchandising. On a des mugs Marilyn, etc. Tippi Hedren, on a des t-shirts. Vous montrez le vôtre, hein, c'est votre cadeau de Noël. Très, très fière, mes enfants m'ont fait un t-shirt Tippi Hedren. Juste à côté d'un lion, un beau lion. Et elle est elle-même transformée en lion. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'on les voit? Qu'est-ce qu'on voit? Et est-ce que les écrivains ne sont pas là pour, comme a fait Joyce Carol Oates, comme a fait Truman Capote, pour nous faire voir ce que nous avons sous les yeux, que nous croyions voir, mais peut-être aveuglés précisément par cette fascination-prédation, nous n'avions pas toujours ce don d'empathie que l'écriture va nous offrir. On peut citer d'autres livres dans la même veine, celui de Alice Schwarzer, Romy intime, cette rencontre qu'il y a eu entre ces deux femmes dans les années 70, qu'elle a retranscrit dans un livre autour de la figure de Romy Schneider et qui montre, là encore, une femme beaucoup plus fragile qu'elle n'apparaît à l'écran, baladée, secouée entre sa vie d'actrice et sa vie de femme, amoureuse notamment. On peut s'intéresser à une autre figure, et vous en avez parlé, Hélène Frappa, sur l'antenne de France Culture, qui est celle d'une autre star d'Hollywood, Eddie Lamar, qui a écrit ses mémoires, elle aussi, et raconté un peu de la même manière que Tippi Hedren aussi, comment elle portait sa beauté comme un masque impossible à enlever, et ça la condamnait à Hollywood à devoir en permanence jouer ce rôle de femme fatale dans sa vie aussi. Ça sa lui a beauté, coûté. disait George Stevens, sa beauté faisait
taire les conversations, à commencer par la sienne. Hein. Effectivement, elle disait « ma beauté est un masque que je ne peux pas arracher ». Alors, qu'est-ce qu'on arrache finalement ? C'est ce que fait Mélanie Griffiths, la fille de Tippi Hedren. À force d'arracher le masque, on trouve la peau. Hein. Et c'est ce moment où l'actrice, faisant ce que font toutes les femmes, va être non seulement réduite à son corps, comme l'a été Tippi, mais même, encore plus organiquement, réduite à sa peau, en un sens qui est un film d'horreur, en fait. Juliette Riedler, vous le racontez, être interprète, c'est déjà être dans une situation de soumission, eu égard à un texte, à des directions de mise en scène. Et puis, cette question du corps qui revient dans vos deux livres. Hein. Le corps, c'est la valeur première de l'actrice. Comment s'en libérer ? Comment s'en servir, non pas comme d'un poids dans cette figure de la soumission que vous racontez, mais comme d'un outil d'émancipation de ce corps ? C'est vraiment la grande question par rapport à ce que vous dites, la particularité des actrices sur lesquelles j'ai travaillé, en tout cas des spectacles sur lesquels je me suis penchée, elles ont écrit leur propre rôle. Et justement, puisqu'on parle d'écriture, non seulement l'écriture de soi, mais aussi, comme le fait par exemple Zouk, quand elle fait son fameux album. Donc Zouk, qui est une grande actrice des années 70 jusqu'à 90, qui a malheureusement disparu des scènes. Elle vit encore, mais elle est malade. Donc qui a été connue pour ça, pour avoir mis en frise en fait son histoire. Donc de l'écrire, c'est-à-dire de s'écrire, de se révéler à soi-même son histoire dans un spectacle est émancipateur. Et dans un premier temps. Dans un deuxième temps, par exemple, pour Sarah Bernard, c'était de s'emparer de figures masculines. Moi, je travaillais sur Lorenzaccio et Hamlet, qui ne sont pas des rôles de travestis, donc qui ne sont traditionnellement pas interprétés par des femmes. S'en est emparée, a demandé à les réécrire. Par exemple, pour Hamlet, elle a demandé à faire une traduction, une nouvelle traduction, qui n'est pas une traduction versifiée. Donc elle a construit des rôles comme des habits qui lui seyaient. Donc justement pour être dans une forme de joie c'est quelque chose avec lequel j'ai travaillé sur la scène, qui est consubstantielle en tout cas tel que j'ai pu le comprendre et chercher à le montrer, à la question de l'émancipation et fondamentalement à la question de être en scène, à jouer. Mais en même temps, toutes les femmes dont on parle, avec vous aussi, Hélène Frappa, que ce soit Marilyn Monroe, que ce soit Tippi Hedren, ce ne sont pas des nunuches. Elles se sont aussi construites. Et on le voit bien avec une figure comme celle de Marilyn Monroe, sur laquelle vous avez aussi travaillé. Notre auditrice, lectrice le disait tout à l'heure, Marilyn Monroe, c'est le plus grand rôle de Norma Jones. Elle s'est construite réellement. Et ça, on le voit bien dans un documentaire qui est passé sur Arte, Devenir Marilyn, de Michel Dominici, qui montre qu'elle a pensé, elle a rêvé ce qu'elle est devenue, elle s'est construite jusqu'à sa blondeur pour pouvoir passer à l'écran. Reste ce sentiment d'un droit de cuissage que les cinéastes, les producteurs s'octroyaient sur les actrices. C'était visiblement la mode à Hollywood déjà dans ces années-là, et on se dit que pour le coup, Harvey Weinstein n'a rien inventé. Quand on voit ce que même un Alfred Hitchcock réservait à Tippi Hedren, ce cinéaste pygmalion qui était en fait aussi son agresseur et qu'elle décrit comme un gros porc à travers toutes les situations que vous avez déjà évoquées. Hein. Oui, ce droit de cuissage, oui, il existe. Il est lié originellement à la question du regard, en fait. C'est-à-dire que mon livre est construit, la narration, c'est une détective, en fait, qui enquête sur ces disparitions. Assez naïvement, elle se prend d'ailleurs pour Colombo, donc elle a une forme d'ingénuité. Et puis elle se dit, bon, voilà une actrice, Tippi Hedren, à commencer par la première, qui se plaint d'être trop regardée. Mais c'est son boulot, après tout, d'être regardée. Alors voyons voir de quoi elle se plaint. Et là, elle va peu à peu découvrir l'ampleur, le fait que ce regard est là partout, c'est-à-dire que c'est pas seulement le regard de la caméra qui va filmer une actrice, qui en effet son travail, mais c'est le fait qu'elle est observée aussi bien quand la caméra ne tourne pas et qu'elle n'a le droit de parler absolument, de n'être disponible, comme lui dit Hitchcock, pour aucune personne de l'équipe. En revanche, elle doit être, je cite Hitchcock, sexuellement disponible pour lui dès qu'il le désire. Elle est observée, il va payer des espions en dehors du tournage pour qu'ils sachent ce qu'elle mange, comment elle est habillée, qui elle voit, etc., etc. Et donc ce regard, il est omniprésent, il la suit partout. Mais c'est le regard finalement qui suit toutes les actrices en permanence, y compris le nôtre, qui est ce regard des gens, comme dira Mélanie Griffiths, qui
veut se trouver, elle parle de la chirurgie esthétique qu'elle a subie. La chirurgie, elle a commencé quand elle avait 13 ans et qu'elle s'est fait dévorer son visage par des lions sur le tournage que sa mère lui fait jouer, donc Roar. Il y a tellement les lions déchiquettent tellement le visage de cette petite gamine, sachant que quand elle rentre chez elle, ensuite elle dort avec des lions aussi, donc ils continuent à la déchiqueter la nuit, que Tippi Hedren dit on a dû prendre un abonnement chez un chirurgien esthétique. Donc cette question, ce qui est fascinant, c'est qu'en même temps, il n'y a jamais aucune réciprocité. C'est-à-dire que le corps d'Hitchcock, lui, ou le corps du cinéaste, n'est jamais interrogé, n'est jamais regardé, n'est jamais critiqué, et au moment où elle craque et qu'elle le traite en effet de fat pig, à ce moment-là, lui dit, elle a franchi la limite qui est interdite. Et vous racontez surtout la première fois qu'Alfred Hitchcock l'a vue, Tippi Hedren, quand elle jouait dans une publicité pour une boisson. Il a ordonné à tous les cadres de son studio Find the girl, trouver la fille. Depuis ce jour-là, il l'a en permanence, après l'avoir retrouvée, surveillée, constamment, humiliée dès qu'ils étaient seuls le soir et après les tournages. Voilà le sort ou la malédiction qui pèse sur certaines actrices, ou beaucoup d'actrices d'Hollywood, Marilyn Monroe, Eddie Lamar, on les a évoquées. On peut parler peut-être aussi de Maria Schneider. Oui, parce que dans votre livre, Hélène Frappa, on passe des oiseaux d'Hitchcock à la mouette de Tchekhov, d'Agatha Christie à Colombo, du cochon à Balance ton porc, et au milieu de tout ça, 3 oies blanches. Et sur le même sujet, on va entendre une autre auditrice, Aurore, nous parlait donc de l'actrice Maria Schneider, violée et filmée sur le tournage du Dernier Tango à Paris de Bertolucci. La vie de Maria Schneider a été racontée par sa cousine, la journaliste Vanessa Schneider, dans un livre publié chez Grasset. Le livre « Tu t'appelais Maria Schneider », c'est vraiment le récit de la déchéance d'une jeune comédienne, parce qu'elle était une jeune comédienne. Côté pile, on garde de Maria Schneider l'image d'une actrice assez nature, avec beaucoup de fraîcheur, comme dans les années 70-80. Mais côté face, on découvre une jeune femme qui était vraiment en souffrance à cause d'un film. En lisant la biographie, j'ai découvert à quel point un tournage pouvait détruire la personne qui est derrière le rôle. Maria Schneider a tourné une scène de viol qui a été sciemment conçue comme une scène de viol par le réalisateur. Ça veut dire que les cris et les larmes de l'actrice sont vrais, ne sont pas joués, et elle ne s'en remettra jamais. Déjà parce qu'elle est détruite par cette scène, mais aussi parce que après ce film, elle est marquée comme une actrice sulfureuse et comme une fille légère finalement. Autrement dit, on a confondu la comédienne et la femme qui ne s'en remettra pas, qui tombera dans l'héroïne et dans l'oubli. Et c'est un texte qui est d'autant plus fort qu'il est écrit par la cousine de Maria Schneider, Vanessa Schneider, qui est journaliste, et ça rend le texte d'autant plus poignant. Voilà, la vie et le destin de Maria Schneider, arrêté au moment de ce qu'on pourrait appeler un snuff movie. C'est le mot que vous utilisez dans votre livre, Hélène Frappa, 3 femmes disparaissent. C'est quoi un snuff movie ? Alors un snuff movie, j'ai jamais très bien su si ça existait ou pas, mais enfin ma détective et moi-même, à une certaine époque lointaine, dans les années je pense 80-90, on entendait parler de ces films qui étaient censés être des films d'horreur et des films porno, les deux, enfin avec les deux mélangés, où c'était tourné pour de vrai. Il y a même eu pas mal de romans noirs américains à l'époque là-dessus, c'est-à-dire si par exemple un meurtre était filmé, le meurtre il avait lieu en vrai. De télé-réalité. Et le sang coulait, le sang coulait pour de vrai. Alors, en réalité, Les oiseaux d'Hitchcock, c'est un snuff movie. C'est-à-dire que quand Hitchcock lui dit ce sont des faux oiseaux, des oiseaux mécaniques, ne vous inquiétez pas, et qu'il la piège, comme a été piégée en effet Maria Schneider par Bernardo Bertolucci, les oiseaux sont vrais. Non seulement ils sont vrais, mais elle va manquer d'avoir un œil crevé, il va lui lancer, et elle va compter les jours d'ailleurs, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au moment où elle craque le vendredi, et où chaque attaque va être de plus en plus violente. Donc ce qu'on voit couler, c'est le sang. Alors, est-ce qu'on ne voit pas, comme disait une Juliette Berthaud, une merveilleuse actrice de Jacques Rivette, entre autres, et réalisatrice dans les années 70, est-ce que ce n'est pas toujours le sang des actrices qui coule, et est-ce qu'il ne coule pas toujours, au fond, aussi pour nous ? Est-ce que ça ne fait pas aussi partie, encore une fois, je reviens à la tragédie grecque, où d'ailleurs, je le rappelle, les femmes n'étaient pas censées du tout être sur scène, elles étaient interprétées par des hommes pour signifier à quel point elles n'avaient pas de voix au chapitre. Bon, est-ce que ce n'est pas toujours ça que ça raconte, et est-ce que c'est pas cette condition-là qui est en jeu, ce sang qui coule et qui coule pour de vrai, comme disent les enfants.
pour ne pas tomber quand même complètement dans la caricature, tous les hommes ne sont pas forcément des prédateurs à cette période-là aussi. Pour Sarah Bernard, Juliette Riedler, l'émancipation par le théâtre, c'est pas une démarche totalement solitaire. Et vous le racontez bien, elle va être soutenue, elle va être aidée par le duc de Morny. Il va lui ouvrir la voie de l'art. Il a forcé son inscription au conservatoire, donné un coup de pouce pour la comédie française. Vous dites que les figures tutélaires masculines, elles incarnent souvent le lieu où aller, le milieu désiré. Alors que les figures féminines, elles s'apparentent plutôt toujours à cette fonction maternelle de l'affect, de l'encadrement aussi. Mais ce qui est intéressant et ce qui vous a intéressé à travers ces 7 parcours de femmes, Sappho, Guilbert, Sarah Bernard, Colette, Isadora Duncan, Zouk, c'est qu'elles ne sont pas des grandes oubliées de l'histoire. Elles ont eu de la notoriété, elles sont restées dans la postérité. Alors comment elles ont fait, ces actrices, pour marquer leur temps en dépit de cette position-là, de cette société patriarcale et cette position de deuxième sexe, comme vous l'écrivez? C'est exactement la question du livre. Comment elles ont fait? Elles se sont arrangées, elles se sont ménagées des espaces, elles ont trouvé des alliances. Voilà, elles ont créé des réseaux de solidarité, ça c'est très important, notamment à la Belle Époque, quoi, à travers les danseuses se développe cette forme de solo. Donc Isadora Duncan a bénéficié de la popularité croissante de Loie Fuller, qui l'a emmenée dans ses tournées en Europe, etc. Après, elle a abandonné Loie Fuller. Sarah Bernard a en effet bénéficié de la condition de femme galante de sa mère qui recevait de riches personnages. Et parce que ce droit de cuissage, en fait, j'ai découvert galante, ça. Ça veut dire prostituée? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Qui recevait non, parce que c'était le terme, utilisé. Donc elle recevait chez elle, quoi, des hommes, et dont faisait partie le duc de Morny. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, cette prostitution, elle était consubstantielle à la fonction d'actrice, c'est-à-dire que les directeurs de théâtre comptaient sur la prostitution des actrices dans les appointements, donc dans les salaires qu'ils leur versaient, ce qui rendait la prostitution nécessaire. Enfin, il y avait toute une circularité infernale de laquelle on pouvait se sortir et du coup, elles étaient moins payées, j'imagine. C'est-à-dire qu'elles avaient, comme les serveuses, un salaire minimum et puis elles typaient. Voilà, exactement. Et elles avaient en plus des frais colossaux pour leurs costumes, etc. Donc, à la différence des... Elles étaient aussi jugées là-dessus, en fait, sur scène. Et du coup, moins payées comparativement si on déduisait les frais, ce qui est le cas à Hollywood. Donc, en fait, elles étaient presque obligées, en fait. Il y avait quelque chose comme ça. Il y a des chercheuses qui disent ça, qui disent que la prostitution était presque consubstantielle, était nécessaire, en fait, au métier d'actrice. Mais donc... il s'agit, c'est très complexe. C'est the girl, la fille, la pute. C'est ça que ça veut dire dans la bouche d'Hitchcock. Voilà. Après, elles se sont... c'est très intéressant, le cas de Sarah Bernard, c'est qu'elles se sont toutes sorties de là. Par exemple, Isadora Duncan n'est jamais passée par là. Donc voilà. Voilà. Donc on va donner la parole à Sébastien Thème, qui va nous parler du corps, ou plutôt d'autre chose. En fait, c'est une philosophe. Non, mais c'est une philosophe, Camille Froidevaux, qui revient en cette rentrée. Ravie. Camille Froidevaux-Métry, qu'on connaît bien pour son livre, son essai Un corps à soi. Mais c'est pas le sujet qui est au cœur de son premier roman. Un peu quand même, mais voilà, publié au Seuil, Un corps à soi en 2021, qui a connu un grand succès et continué l'élaboration de sa théorie féministe, qui place le corps au centre de la réflexion, avec son premier roman Pleine et douce, qui paraît chez Sabine Vespizer, l'histoire d'une constellation de femmes, comme votre grande ours, Juliette Riedler, qui célèbre la naissance de la petite Ève, fille de Stéphanie, née par PMA en Espagne, l'histoire d'une petite fille qui arrive dans une famille choisie, un modèle familial réinventé, rebooté, réinitialisé, où un ami fidèle accepte de jouer le rôle de père intime, où les femmes peuvent être avocates et mères de famille, ou militantes féministes de la première ère, ou grand-mère acariâtre, mais surtout, tout ce beau monde est regardé par ce bébé qui vient de naître, et c'est la petite Ève qui est narratrice du premier chapitre, puis sa mère du deuxième, etc., etc. Au fond, les femmes ont la parole. Hélène Frappard, en lisant votre récit, on voit aussi comment il fait la synthèse de vos travaux précédents, de vos romans, de vos essais philosophiques, de vos passions cinématographiques. Est-ce qu'en lisant ce livre, on comprendra le fond de votre pensée ? En tout cas, oui, j'ai senti qu'il y avait une forme de... C'est un livre que je porte depuis 20 ans, en fait, mais j'aurais pas pu l'écrire il y a 20 ans. Et puis, c'est vraiment... Oui, c'est 20 ans de méditation existentielle et formelle aussi qui ont trouvé leur place ici, dans ce livre, c'est vrai.
Donc le fond de votre pensée, c'est quoi? Ah, le fond de ma pensée, je ne pense pas, je suis une femme. Le fond de ma pensée. Là, vous vous en sortez. Non, le fond de ma pensée, c'est le corps, en fait. Il n'y a pas de pensée, c'est est-ce que je peux pleurer pour toi? C'est ça le boulot. Vraiment, je crois que je commence comme ça, mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Et vous, Juliette Riedler, à ces 6 femmes qu'on a évoquées, vous en avez ajouté une 7e qui est Angelica Lidl, une femme d'aujourd'hui, une artiste d'aujourd'hui. Est-ce que ces 7 femmes réunies sont exemplaires à vos yeux? C'est une constellation tout à fait subjective, hein. J'aurais pu en mettre plus, mais le chiffre 7 m'a arrêtée plutôt que l'inverse. Par sa magie, quoi, par son caractère très propice à l'appropriation, quoi. Tout le monde voit quelque chose dans le 7. Et donc oui, pour moi, elles ont constitué une forme de ciel, quoi. C'est un cosmos qui est une proposition pour une généalogie de l'émancipation féminine qui est en fait une manière de rééquilibrer notre patrimoine par un matrimoine, mais bon, en fait, tous les mots sont en trop, c'est-à-dire juste d'équilibrer nos mémoires. Donc c'était vraiment une manière de créer de la mémoire avec des gestes qui ont été extrêmement importants, qu'on n'a jamais considérés dans leur importance, dans le labeur, dans la difficulté, dans toute la douleur que c'était aussi de créer, qu'on a rabattu sur des images, qu'on s'est perdu dans ces images. En effet, il y en a plein, et c'est pour le cœur de mon corpus, c'est la Belle Époque, hein, donc il y a 4. Donc c'est ce moment où la photographie, etc., explose. Donc il y a un jeu de ces actrices, évidemment, aussi pour se cacher, hein, et pour gagner aussi de l'argent. Donc il y a tout ça, et il n'y a pas de pureté, quoi, dans ces gestes-là. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et je voudrais juste un tout petit peu revenir sur Sappho. En un mot. Ouais. En un mot sur Sappho, qui est donc cette poétesse musicienne grecque de l'époque archaïque, qui était appelée la poétesse à l'égal d'Homère, le poète. Homère qui est considéré aujourd'hui comme le père et mère, hein, de la civilisation, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Et de dire que non, en fait, Homère, c'est très bien. Il avait sa forme, l'épique. Elle s'exprime dans une autre forme. L'un narre des aventures guerrières autour de la Méditerranée, l'autre chante l'amour, la perte, la difficulté à se tenir debout dans le monde. Et je trouvais que c'était important de constituer un autre point de vue. Vous venez de parler de corpus de livres. On va terminer cette émission, cet échange, cette discussion avec vous, Sébastien, et des conseils de livres d'une actrice. Oui, c'est l'excellente Olivia Cote à découvrir mercredi prochain dans la comédie très réussie de Marc Fitoussi, Les Cyclades. Le film avait été présenté au Festival des Arts il y a quelques semaines, une sorte de remake de Mamma Mia, avec Laure Calamy, blonde et déchaînée, et Kristen Scott Thomas en quasi-sosie de Meryl Streep. Olivia Cote nous livre 3 conseils littéraires issus de sa bibliothèque idéale. Donc tout le monde me dit que c'est un auteur classique, donc je peux me permettre de me dire ok, je ne suis pas ridicule en disant qu'un de mes livres de la littérature classique préférés, c'est Les Mains du miracle de Joseph Kessel. Parce que c'est un reportage, tu as l'impression d'y être, vraiment d'être avec Joseph, qui rencontre Félix Kersten, qui était le masseur d'Himmler, magnétiseur, et tu as vraiment la sensation d'être dans le salon de Félix Kersten, qui lui raconte tout ce qui s'est passé avec Himmler, et t'es avec eux, et tu passes d'émotions... T'es dans des contradictions d'émotions constamment, il n'y a aucune morale, il n'y a aucun jugement, c'est extraordinaire, c'est mon livre préféré, je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu. Alors le livre d'enfance, je crois que c'est Monsieur Papa de Patrick Covin ou La vie devant soi de Romain Gary. Mais je crois que c'est plus un bouquin de Patrick Covin, Monsieur Papa, absolument. Et d'adolescence, on ne me l'a pas demandé mais je dis quand même, Kundera, La vie est ailleurs. Ah non mais ça c'est un vieux souvenir, je me rappelle pas très bien, j'avais 17 ans, c'était il y a 30 ans. Des sensations, j'avais beaucoup ri. J'avais l'impression que Kundera avait une manière de magnifier la loose, j'ai pas d'autres mots plus élégants, mais en tout cas la perdition, l'angoisse, la mélancolie, l'étouffement, enfin tout ce que pouvaient ressentir les jeunes hommes à cette époque dans l'Union soviétique. Et je me rappelle que je riais à voix haute très 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 fort. Kundera m'a beaucoup fait rire. Je pourrais évidemment parler de Fury, de tous les films, de tous les livres de Mona Chollet, tout ça, nana, ou de Cher Connard, enfin voilà, vous avez compris, je pourrais parler de tout ça. Mais j'ai très envie de citer une bande dessinée extraordinaire qui s'appelle Le poids des héros, de David Sala. Je suis née en 1974.
Et ceux qui sont nés à cette époque-là vont comprendre, ça parle de nos grands-pères qui ont fait la guerre de 39-45 et c'est une des plus belles BD que j'ai lues dans ma vie, Le poids des héros de David Salah. Ce sont des aquarelles, on dit « Ah, vous avez vu l'exposition de Sam Safran dernièrement là ?» Non. On dit « Ouais, voilà ». Tu vois, cette espèce un petit peu de psychopathie obsessionnelle de certains peintres où tu as l'impression que pour oublier le poids de l'existence, ils passent à peu près 1505 heures sur dessiner une nappe avec des petites fleurs et des petits pois. Moi, personnellement, je passe à peu près 20 minutes sur chaque bulle de David Salah. Et en plus, ça parle de l'histoire de nos grands-pères. C'est magnifique. Voilà, Olivia Cotte à retrouver dans les Cyclades de Marc Fitoussi, c'est vachement bien et ça sort mercredi 11 janvier avec Laure Calamy et Christine Scott-Thomas. Voilà, Christine Scott-Thomas, l'actrice qui sera notre invitée la semaine prochaine dans l'entretien de Bienvenue au Club. Tout de suite, les quadrithèmes de Charles Dantzig. Et toute cette semaine, portrait en 4 volets de l'intellectuel américain Edmund Wilson, une conscience littéraire. Deuxième bonne raison de le lire, de le découvrir avec Charles. Si tant est qu'il ait une réputation en dehors des États-Unis, Edmund Wilson est considéré comme un écrivain pour écrivains. Je n'ai jamais bien su ce que cette expression signifie. Auteur de livres raffinés qui ne se vendent pas, dirais-je. Wilson est né dans le New Jersey en 1895. Fils d'un juriste, il a fait ses études à Princeton, où un de ses condisciples un peu plus jeune, devenu un ami, a plus tard écrit à son sujet « Pendant 20 ans, un certain être humain a été ma conscience intellectuelle. C'était Edmund Wilson. » Et celui qui écrivait cela, c'était Scott Fitzgerald. Wilson était tellement attentif à la transmission de la littérature que c'est lui qui a publié de manière posthume le dernier roman inachevé de Fitzgerald en lui donnant son titre, Le Dernier Nabab. Pour lui-même, il n'était pas de ces auteurs dont les livres sont guidés, corrigés, parfois même suscités par leur éditeur et que, malgré cela, on appelle des écrivains. Robert Giroux, de la maison Farrar, Straus & Giroux, disait de ses manuscrits « Il n'avait pas besoin d'editing, ma seule fonction était de complimenter son écriture. » C'était un écrivain qui aimait la littérature et ne respectait rien, très heureux mélange. Il le classe à côté des plus fins lettrés comme Rémy de Gourmont, T.S. Eliot quand il oublie sa religiosité, ou un autre irrespectueux américain qui a beaucoup marqué la littérature de son pays et reste, quant à lui, totalement inconnu en France, H.L. Mencken. La littérature, Wilson la connaissait comme peu, qu'elle fût américaine, anglaise, russe ou de je ne sais quel autre pays. Quant à l'irrespect, il est indispensable. La littérature n'a surtout pas besoin de cette notion qui congèle l'indépendance d'esprit. La conjonction des deux lui a permis de donner de belles fessées à de confus mystiques se prenant pour des penseurs et qui avaient engendré des sectes, comme Lovecraft, dans un article du New Yorker en 1945 intitulé « Conte du merveilleux et du ridicule ». La simple et froide description d'un monstre selon Lovecraft, mais sans les effets grossiers de celui-ci, est succulente de comique. Une autre recension d'un roman d'un écrivain à secte est très intéressante, celle du Seigneur des Anneaux de Tolkien. S'il juge que Tolkien a écrit, je cite, « un conte de fées en flets », il ne conteste pas sa sincérité et s'en prend à la prétention de ses admirateurs. Voilà qui n'est pas banal. On pourrait sans doute généraliser cette méthode. Théorie des auteurs niaisement méchants qui sont instrumentalisés par des lecteurs prétentieux. De ces carnets et de ces journaux intimes, on a tiré des volumes par décennies. Pour les années 1920 et 1930, il les a lui-même colligés. Ils sont passionnants parce qu'ils sont personnels. Tout ce qui est l'expression d'une pensée fortement individuelle est excitant pour l'esprit, même si on n'est pas d'accord. Et une certaine partialité n'est pas sans fraîcheur. Voici par exemple, en 1945, « Je suis devenu si anti-britannique que j'ai fini par me prendre de sympathie pour Staline dans la mesure où il rend les choses difficiles aux Anglais. » Merci beaucoup Charles Dantzig. Toutes les références sont à retrouver sur radiofrance.fr. Un grand merci à nos invités Juliette Riedler et Hélène Frappa. Et merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission avec Didier Pinault à la préparation.